Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, vous êtes sur Radio J, vous avez bien raison. Pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou, nous allons, une fois n'est pas coutume, découvrir pour les uns et redécouvrir pour les autres l'histoire du judaïsme roumain à travers ses ondes d'ombre, des lumières, ses heures de gloire et tragédie, comprendre l'actualité des Juifs de Roumanie aujourd'hui, l'apport historique exceptionnel au judaïsme d'Europe de l'Est, sa place et son rôle aujourd'hui en Israël. Et pour réfléchir et en parler, il paraissait évident de s'adresser à l'historien et au spécialiste, professeur qui consacre ses œuvres à cette page d'histoire du judaïsme mondial. Carole Yankou, bonjour. Bonjour. Alors, Carole Yankou, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Vous êtes un spécialiste reconnu de l'histoire de l'antisémitisme et de la Shoah. Enfin, vous avez reçu les palmes académiques et vous êtes membre d'honneur de l'Académie roumaine et vous avez publié de nombreux ouvrages sur la Shoah, sur le judaïsme roumain et aussi, dois-je le rappeler, un livre en hommage au regretté grand rabbin Alexandre Safran. Nous allons, si vous le voulez bien, Carole Yankou, dérouler toute cette histoire, mais tout d'abord, professeur Yankou, ce début de l'année 2022, on va commémorer le tristement célèbre pogrom de Bucarest qui a eu lieu le 22 et 23 janvier 1941. Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs cette page triste de l'histoire du judaïsme roumain? Oui, effectivement, nous commémorons cette année déjà le 81e anniversaire de ce terrible pogrom. C'était effectivement, il a eu lieu dans des conditions spécifiques et pour comprendre ce qui s'est passé, et, si vous permettez, il est important de dire quelques mots, quel fut le contexte historique de l'époque. Nous sommes d'abord effectivement en 1940, c'est la chute de la Grande Roumanie. Donc, à la suite de l'ultimatum soviétique, la Bucovine du Nord et la Bessarabie sont incorporées à l'URSS. À la suite du diktat de Vienne, le nord de la Transylvanie va revenir à la Hongrie et par un accord frontalier, le sud du quadrilatère de Dobroudja à la Bulgarie. Ça veut dire qu'effectivement, l'été 1940, c'est la chute de la Grande Roumanie et la situation des Juifs ne va pas être la même selon les différentes provinces. Mais je reviendrai tout à l'heure. Donc, ce qui est important de dire, c'est qu'à la suite du démembrement de la Grande Roumanie, en été 1940, est promulgué à Bucarest au mois d'août un statut des Juifs qui effectivement qui suit d'ailleurs toute une série d'autres décrets antisémites. Au mois de septembre 1940, effectivement, le roi Carol doit donner sa démission et à sa place, c'est le général Antonescu qui s'accapare, pour ainsi dire, du pouvoir. Et pendant 6 mois, entre le mois de septembre 1940 et janvier 1941, un régime de terreur s'instaure en Roumanie, c'est le régime militaro-fasciste, les légionnaires de Antonescu. Son vice-président du conseil est Horia Sima, qui était le chef des gardes de fer. Donc, avant de revenir, il y a eu des exactions terribles pendant ces mois, entre le mois de septembre et le mois de janvier. Et les légionnaires, au mois de janvier, vont se révolter contre Antonescu. Ils veulent avoir seuls le pouvoir. Et c'est lorsque cette rébellion a eu lieu, effectivement, que s'est passé ce terrible pogrom de Bucarest. Ce que l'on sait, donc, c'est environ 120 Juifs ont été massacrés à ce moment-là, dans des conditions vraiment terribles. Ils ont été d'abord torturés dans beaucoup de centres de torture, parfois même trouvés dans les synagogues, et plusieurs dizaines enfermés dans des camions. Ils ont été envoyés dans une forêt près de Bucarest, où ils ont été tués par 1, 2 ou 3 balles dans la tête. Si vous voulez, l'aspect le plus terrible de ce pogrom, c'est la tragédie d'un rabbin qui s'appelait le rabbin Zvi Gutman,
qui a été donc fusillé avec ses 2 fils. Ses 2 fils ont été tués. Lui, il a échappé à la première fusillade. Il a une deuxième fusillade. Il a échappé encore. Et ensuite, il a été torturé. Et heureusement pour lui, il est resté en vie. Et aujourd'hui, à Tel Aviv, puisque vous avez dit à juste titre que une grande partie des Juifs de Roumanie ont pu émigrer en Israël, à Tel Aviv, il y a une synagogue qui porte le nom de Gutman en souvenir de ces 2 fils qui ont été tués. Boulevard et pour Rothschild. construire cette belle synagogue de Tel Aviv, parmi les mécènes qui ont contribué, il me plaît de rappeler le nom de Goren Goldstein, donc Abraham Goren Goldstein, qui était un grand mécène aussi pour l'université de Tel Aviv, et bien entendu le grand rabbin Alexandre Safran. Alors on va revenir surtout, on va dérouler tout dans les détails, professeur Karoliankou. Mais si vous permettez, à propos encore du pogrom, c'est que l'épouse du grand rabbin de l'époque, Sarah Safran, a été arrêtée, et par la force de sa parole, elle a réussi à se faire libérer, elle a échappé ainsi à la torture. Tandis que le grand rabbin Alexandre Safran, elle a réussi à se cacher. Et peu de temps après, il y a eu la commémoration de ce pogrom. Et je veux juste, si tu permets, lire juste une phrase de ce, de ce discours extraordinaire qu'il a prononcé. On n'avait même pas le droit d'employer à l'époque le mot pogrom, c'était censuré. Alors il s'adresse à sa communauté, et il faut savoir qu'au temple choral où il a tenu ce discours, c'est là-bas que les pogromistes sont rentrés, où ils ont détruit les livres de la Shoah et fusillé les gens qui sont venus pour prier. Et voilà ce qu'il nous dit. Kedoshim de ma communauté, être chers et saints, pleurons vos dépouilles qui ont rejoint les dépouilles des justes d'Israël. Nous pleurons les jeunes dont la vie impétueuse fut brusquement éteinte. Nous pleurons les enfants dont les pas s'étaient pieusement dirigés vers la demeure du Seigneur pour y réciter le Kaddish, la prière des morts à la mémoire de leurs parents, et qui, aux accents du glorifie et béni soit son nom, le nom du Seigneur, ont rejoint pour toujours ceux qu'ils venaient d'invoquer. Nous pleurons les fils assassinés alors qu'ils célébraient l'anniversaire de la mort de leurs parents, établissant ainsi une tragique correspondance dans l'histoire de leur famille. Nous pleurons ces âmes douces et aimantes, brisées alors qu'elles servaient la communauté. Alors, je voudrais rappeler, professeur Karoliankou, que beaucoup de nos auditeurs peut-être découvrent qui était le grand rabbin Alexandre Safran. Je rappelle simplement que la communauté juive de Roumanie, c'était 800 000 personnes avant-guerre, et que le grand rabbin Alexandre Safran a été nommé à l'âge de 29 ans grand rabbin de Roumanie, et qu'il était membre de droit du Parlement roumain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en même temps la structure de la communauté juive de Roumanie, son fonctionnement avant-guerre? Oui, vous avez raison de rappeler qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs de Roumanie représentaient la troisième, du point de vue démographique, la troisième communauté juive en Europe et la quatrième au monde. Effectivement, plus, à la veille de la guerre, plus de 800 000 Juifs. Donc, pour comprendre la judaïcité roumaine, il faut comprendre qu'elle s'est composée, du point de vue géographique, de 4 parties. Les Juifs de l'ancien royaume Moldavie et Valachie, qui avaient comme langue maternelle le yiddish et le roumain. Après la Première Guerre mondiale, la Transylvanie est revenue à la Roumanie. Et donc, les Juifs de Transylvanie, ils parlent soit le hongrois, soit l'allemand, et une partie très orthodoxe parle le yiddish. Enfin, les Juifs de Bukovine, du nord de la Moldavie, qui eux, ils parlent allemand. N'oublions pas que la ville de Tchernovitz, effectivement, l'université a été en grande partie fondée aussi par des intellectuels juifs, et parmi les personnalités les plus exceptionnelles de ce judaïsme de Bukovine, c'est Paul Celan, le grand poète, c'est lui qui disait j'aime et j'écris dans la langue des bourreaux de mes parents. Donc on a des juifs qui parlent le hongrois en Transylvanie, le yiddish,
l'allemand en Bucovine, ceux de Bessarabie, c'est-à-dire c'est la partie est de la Moldavie roumaine, de la Moldavie historique. Ils parlent le russe puisque les Russes ont occupé depuis 1812 cette province. Mais ils parlent aussi le yiddish. Et alors, quels sont les points de convergence et de divergence entre ces communautés? Les points de convergence et de divergence sont deux: l'antisémitisme et le sionisme. C'est-à-dire qu'il y avait des différences linguistiques, je viens de le dire, même des différences religieuses, ce que je viens de souligner, mais la pression antisémite et l'idéal sioniste font que ces communautés sont effectivement unies. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 1939, l'ancien grand rabbin de Roumanie donc décède, et donc à sa place, et non pas nommé, est élu grand rabbin Alexandre Safran, qui était le plus jeune. Il avait 8 candidats, tous docteurs aussi des universités. Il avait une préparation à la fois religieuse et une préparation universitaire. Et donc, dans ce cadre-là, il faut rappeler qu'Alexandre Safran, qui est né à Bacău en 1910, il a été étudiant au séminaire théologique de Vienne et à l'université de Vienne, où il reçoit aussi un doctorat. Il a été élu à l'âge, pardon Carole, il a été élu à l'âge de 29 ans, alors que les autres candidats qui étaient beaucoup plus âgés que lui, les 8 autres ont été mis de côté. Pourquoi? Parce que ses qualités humaines, ses qualités religieuses, Moi, je pense que d'abord, ses qualités humaines et aussi, je pense, parce qu'il était le fils de son père. Rappelons que son père, effectivement, son père qui était l'un des plus grands rabbins spécialiste des études talmudiques, un rabbin qui nous a laissé des sheilot teshuvot, des réponses rabbiniques. Et donc, son père avait un tel aura que ça a bénéficié aussi au fils. Mais déjà, lui-même, il était connu et apprécié parce qu'il avait publié, à partir du moment où il est revenu de Vienne, comme je viens de le dire, en 1934 jusqu'en 1939, il est le rabbin de sa ville natale de Bacău, mais en même temps, il écrit des articles dans la presse juive de langue roumaine, en yiddish, et des études aussi en hébreu, aussi bien dans des publications qui paraissaient à Jérusalem. Donc, il était déjà très connu, aussi comme membre du parti religieux Mizrahi. Il était déjà imprégné de sionisme, il a participé d'ailleurs aux 2 derniers congrès sionistes avant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut rappeler que vers la fin de sa vie, il a été grand rabbin de Genève. Absolument, il faut dire qu'après, on va en parler peut-être un peu de la Shoah, mais après la Shoah, il a été chassé par le nouveau gouvernement communiste et il est devenu grand rabbin de Genève. Alors, justement, Carole Yankou, vous avez publié une œuvre capitale sur le plan d'histoire, les mythes fondateurs de l'antisémitisme de l'Antiquité à nos jours, et c'est un ouvrage qui a été traduit en plusieurs langues. Pour vous, cela venait compléter les autres ouvrages déjà existants, ou vous voulez témoigner aussi de tout ce qui a été la place et le rôle du judaïsme roumain, parfois pas très connu? Oui, je dois dire qu'effectivement, il y a un lien entre les ouvrages que moi-même j'ai consacrés au grand rabbin Alexandre Safran. J'ai consacré 3 livres. D'abord, un livre qui s'intitule Alexandre Safran, une vie de combat, un rayon de lumière, où c'est la première biographie que j'ai consacrée au grand rabbin Alexandre Safran. Ensuite, un deuxième livre qui s'intitule Alexandre Safran et la Shoah inachevée en Roumanie. J'ai choisi exprès ce terme pour mettre l'accent que la Shoah avait bien eu lieu en Roumanie, mais qu'à un moment donné, elle a été interrompue grâce à l'action exceptionnelle du grand rabbin Alexandre Safran, de Wilhelm Filderman et d'autres dirigeants de la communauté juive. Et un 3e livre qui a été consacré à la période d'après-guerre entre 1944 et jusqu'en 1947, lorsqu'il va devoir quitter la Roumanie.
Carole Donc, Yankou, certains disent que les 3 ouvrages que vous avez publiés sur le grand rabbin Alexandre Safran, c'était une manière pour vous de rendre un hommage mérité et un hommage face à l'histoire et pour rappeler ce qu'a été sa place et son rôle au sein de la communauté pendant la Shoah. C'est bien ça, c'était un bel hommage à Alexandre Safran? Oui, d'abord c'était une nécessité parce que lorsque j'ai voulu écrire sur la Deuxième Guerre mondiale, je me suis rendu compte que il manquait à Bucarest, il y avait très peu d'archives qui concernaient Alexandre Safran, qui était pendant la Deuxième Guerre mondiale quand même le grand rabbin. Alors c'est pour cela que je suis allé chercher dans les archives des États-Unis, en Angleterre, en Israël, partout, pour compléter cette documentation, pour montrer quel fut son rôle historique exceptionnel dans le sauvetage des Juifs roumains. Car la différence entre la Shoah, entre la Roumanie et la Hongrie est la suivante. Effectivement, en Hongrie, les Juifs sont restés en vie jusqu'en 1944, pour la plupart, une partie était tuée avant, et en 6 semaines, malheureusement, les Juifs hongrois ont été massacrés. Et il y avait à peu près plus de 800 000 Juifs en Hongrie, dont plus de 100 000 convertis ou chrétiens considérés juifs en tant que tels. Parmi eux, il faut considérer les Juifs de la Transylvanie du Nord, environ 150 000, et ensuite environ 110 000 ont été massacrés à Auschwitz. Pardon, Carole, pour nos auditeurs, il faut rappeler que Antonescu et ses acolytes en Roumanie ont livré les Juifs aux nazis parce qu'ils sont alliés à l'Axe. Et après 43 et après 1943, est-ce que vous diriez qu'il y a eu une certaine protection des Juifs sous la pression des États-Unis, de l'Angleterre, et la rencontre qu'il y a eu entre le représentant roumain, l'ambassadeur roumain et le représentant de Roosevelt? Est-ce que ça a permis de protéger quelques Juifs? Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, à la différence de la Hongrie, la Shoah commence plutôt en Roumanie. D'abord en 1940 déjà, il y a un premier pogrom à Dorohoi lorsque des soldats roumains ont tué un certain nombre de Juifs, entre 50 et 200, dans l'été, parce qu'ils revenaient après que la Roumanie était obligée de céder les territoires à l'Union soviétique. Donc, j'ai parlé de pogrom en 1941, premier petit pogrom, et ensuite, au mois de juin, donc vous avez raison, la Roumanie devient l'allié de l'Allemagne dans la guerre contre l'Union soviétique, et lors de la rébellion, d'ailleurs, de 1941, effectivement, Hitler a choisi, bien entendu, Antonescu, parce qu'il avait besoin de son armée. Et en juin 1941 a eu lieu le premier pogrom gigantesque de la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 13 000 Juifs massacrés dans la ville, dans la cour de la préfecture de police, et en même temps dans les deux trains surnommés les trains de la mort, où ils ont été asphyxiés dans ces trains. Et donc c'est pour cela que d'ailleurs cette année, enfin l'année dernière, nous avons organisé à Jassy un colloque international qui commémore ce terrible pogrom de 1941. Et en 1942 a lieu une sorte de miracle. Donc, initialement, l'accord donné par le gouvernement d'Antonescu d'envoyer les derniers Juifs, donc ceux qui restaient en vie, pas 40 ans, jusqu'en 41-42, les Juifs donc de Jassy, ensuite de Bukovine et de Bessarabie ont été massacrés lors de la pénétration des armées allemandes et roumaines, et aussi en Transnistrie. Et donc, en 1942, a lieu un miracle, c'est-à-dire que le gouvernement d'Antonescu renonce à sa décision funeste pour envoyer les derniers Juifs roumains en Pologne. Ils devaient aller dans le camp de Bełżec, ou Belzec en français. Il s'agit d'environ 290 000 Juifs qui sont restés en vie, mais qui ont continué à être effectivement persécutés. Combien de Juifs ont été exterminés, Carole Yankou? Combien de Juifs ont été exterminés sur les 800 000 Juifs de Roumains?
Oui, alors effectivement, malheureusement, nous n'avons pas, pour ainsi dire, un bilan absolu, un bilan On parle parfait de qui 300 concerne. 000. Voilà, il s'agit d'abord entre 280 000 et 380 000 juifs ont été tués sous le gouvernement d'Antonescu. Il faut effectivement se rendre compte que les juifs de la Transylvanie du Nord, la responsabilité du massacre de plus de 110 000 juifs de la Transylvanie du Nord, qui fut aussi où le pays natal d'Elie Wiesel, incombe entièrement aux autorités hongroises et allemandes. Tandis Sighet, que la ce ville de qui s'est passé Sighet. en Bukovine, Bessarabie, Transnistrie, où il y a aussi des juifs ukrainiens qui ont été tués sur place de la Transnistrie, ceci incombe aux autorités roumaines, au régime de général Antonescu. Alors, professeur Karol Iancu, on sait que vous êtes le fondateur du Centre Maïmonide à Montpellier. Vous êtes professeur à l'Université de Montpellier, Paul Valéry. Je dois vous transmettre un message du grand rabbin René Samuel Sirat, à qui je disais hier que j'allais avoir un entretien avec vous sur la radio. En tout cas, il vous rend un bel hommage en disant que vous avez été l'homme incontournable des études juives à Montpellier et toute la région. Et voilà, je vous ai transmis ce message du Je grand voulais rabbin. juste dire que je ne suis pas le fondateur. Donc, le fondateur, c'était l'ancien député maire de Montpellier, Georges Frêche, avec monsieur le grand rabbin, le professeur René Samuel Sirat. Et c'est lui qui a dirigé par la suite, qui dirige jusqu'à aujourd'hui l'Institut. C'est mon fils Michael, sous la présidence actuelle de madame le professeur Mireille Hadas-Lebel. Voilà, vous avez, et je suis personnellement très sensible, pendant de nombreuses années, professeur Karol Iancu, vous avez été secrétaire général de l'Association des Amis de Jules Isaac. Expliquez-nous, pour nos auditeurs, qui était d'abord Jules Isaac, son œuvre magistrale, son action incontournable dans le rapprochement judéo-chrétien, sachant qu'il avait réussi à monter la conférence de Königsberg qui s'est tenue en 1947 en Suisse, qui avait pour but, au lendemain de la Shoah, d'étudier les causes de l'antisémitisme chrétien. Elle réunissait les grands rabbins d'Europe, notamment le grand rabbin Kaplan, grand rabbin de France, des représentants de l'Église catholique et protestante. Qui était la place pour vous, Jules Isaac? Oui, effectivement, Jules Isaac, il est né en 1877 à Rennes, par hasard, parce que son père, qui était officier, se trouvait en garnison dans cette ville, en Bretagne. Mais par ses origines, c'est un juif ashkénaze d'origine donc alsacienne et lorraine. Donc, Jules Isaac a joué un rôle éminent à partir de l'affaire Dreyfus et jusqu'à sa mort à Aix-en-Provence en 1963. Alors, qui était Jules Isaac? Il est surtout connu comme l'auteur des manuels d'histoire qui portent d'ailleurs la collection Mallet et Isaac. Mallet et Isaac, bien entendu. Mais ce qu'on connaît moins, c'est que d'abord et surtout, il a été, dans sa jeunesse, ami avec Charles Péguy. On peut dire que de certains points de vue, les précurseurs de l'amitié, des amitiés judéo-chrétiennes en France, c'est le poète Charles Péguy, qui a été entouré d'une pléiade d'écrivains et d'amis juifs de l'époque. Parmi eux, il y avait donc Jules Isaac. Jules Isaac, à la différence de Péguy, il n'a pas été un combattant de première ligne concernant à propos de l'affaire Dreyfus. Et il explique effectivement que son père était officier et il ne pouvait pas comprendre que d'autres officiers auraient pu condamner un des leurs donc une condamnation si infamante. Et donc le premier combattant était donc il a marqué les amitiés judéo-chrétiennes. Il est entré, voilà. Alors, à propos de son œuvre. Juste pour les quelques secondes. Attendez, Karol Iancu, il nous reste une minute. Dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de l'œuvre de Jules Isaac? Voilà, ce qu'on retient de l'œuvre, c'est d'abord son combat contre l'antisémitisme, contre les racines chrétiennes de l'antisémitisme,
Et donc, il a participé, vous avez rappelé, à la conférence de Silsberg, où il a rencontré aussi le grand rabbin Alexandre Safran, qui nous a laissé un témoignage très beau sur lui. Et donc, nous retenons que c'est aussi, il a mené, si vous voulez, un triple combat. D'abord, un combat pour redresser l'enseignement concernant Israël, pour purifier les catéchismes. Deuxièmement, il a rapproché les juifs et chrétiens en fondant, c'est lui le vrai fondateur de l'amitié judéo-chrétienne en 1948, et donc il a mis l'accent sur la nocivité de l'antisémitisme et de ses racines chrétiennes. Ce que nous retenons, que c'était effectivement un homme, c'était d'abord un historien, c'est en tant qu'historien qu'il a étudié les racines chrétiennes de l'antisémitisme, ce n'était pas un théologien, c'était un humaniste qui est à l'origine de l'amitié judéo-chrétienne, et aussi il a rencontré le bon pape Jean XXIII, et c'est à partir des propositions de Jules Isaac, des 18 propositions de Jules Isaac, ensuite les 10 qui ont donné lieu aux 10 points de Silsberg, qu'effectivement le rapprochement entre juifs et chrétiens s'est fait. Et n'oublions pas que c'est lui qui était à l'origine de la déclaration Nostra Aetate du Vatican II. Alors, merci, professeur Karol Yankou, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle simplement aux auditeurs que cet après-midi, à 15h, aura lieu le 3e grand entretien judéo-chrétien qui traitera de la messianité dans le judaïsme, dans le christianisme, avec le rabbin Chaim Nissenbaum et le prêtre Antoine Guggenheim. Merci, en tout cas, Karol Yankou, et à très bientôt.